Beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça fait immensément plaisir d'être ici à la Cité du Vin de Bordeaux. C'est vrai que quand on a été invité à venir, on n'a pas hésité, hein. C'est avec grand plaisir qu'on vient à chaque fois qu'on a l'occasion de présenter un peu notre vignoble, notre tout petit vignoble. On va le mettre un peu dans le référentiel de la carte du monde et on s'est amusé à profiter de l'exposition donc de l'exposition permanente de la Cité du Vin et on a vu qu'on représentait 0,3% de la surface viticole du monde. Euh, ça confine à l'humilité, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous présenter avec une certaine humilité qui on est et puis surtout qu'est-ce qu'est ce vignoble en terrasse de Lavaux. On va faire une présentation assez simple, c'est-à-dire que l'Avaux vignoble en terrasse est inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO comme un paysage culturel vivant. On va passer au travers de ces trois qualificatifs qui caractérisent vraiment ce vignoble et vous comprendrez pourquoi chacun présente un élément extrêmement important dans la construction et la compréhension de ce vignoble. Alors bon, ben, ça c'est fait. Donc, pour un tout petit peu de géographie, c'est important de se rappeler donc qu'on est une toute petite goutte sur le bord du lac Léman. Donc, vous avez Genève tout en bas à gauche, vous avez Montreux en haut à droite du lac Léman, et donc le vignoble est la zone en rouge foncé, la zone rouge clair étant ce qu'on appelle la zone tampon en Suisse de la zone inscrite. J'aime bien l'expression des Français qui est plus élégante parce qu'ils parlent de zone écrin. Je trouve ça effectivement plus élégant. On va probablement utiliser cette même terminologie. Si on rentre un tout petit peu dans le détail maintenant du vignoble, donc c'est 900 hectares, 898 hectares de zone centrale inscrite au patrimoine mondial. Et puis je vous ai donné quelques comparatifs en termes de taille d'autres vignobles inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez donc évidemment les climats du vignoble de Bourgogne avec 13 000 hectares, la juridiction de Saint-Émilion qui est à 7 800 hectares, les coteaux, maisons et caves de Champagne qui sont à peine plus grands, on s'est senti plus proche d'eux du coup. Si on part après en Italie, avec le Piémont, on est à 10 000 hectares, le Haut-Douvreau à 24 000 et puis l'Autriche également avec le Vachon qui est à 18 300. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un tout petit vignoble, il fait 18 km de long entre Lausanne et Vevey. Et c'est pas impossible de le traverser sans problème en quelques heures à pied, ça se fait très bien. Donc voilà ce que je vous avais proposé, donc paysage culturel vivant évolutif, ces quatre termes importants qui constituent vraiment la grande force, mais également une certaine complexité dans la lecture du vignoble en terrasse de Lavaux. Un tout petit peu de technique, et je m'en excuse, mais c'est absolument nécessaire. Un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO s'inscrit au travers de ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire c'est l'ensemble des caractéristiques qui sont à ce point exceptionnelles et à ce point universelles à travers sur l'ensemble de la planète que tout un chacun doit être en mesure de pouvoir comprendre et se sentir proche pour défendre et valoriser ces valeurs-là. C'est en général un texte que vous trouvez sur la page de l'UNESCO. Nous, on la scinde en quatre sous-valeurs qui permettent une meilleure lecture. La premier élément, c'est effectivement un territoire d'un seul tenant et homogène. C'est une viticulture de longue tradition, on en parlera après. C'est une identification des habitants à ce territoire qui est absolument exceptionnelle. La population régionale a beaucoup soutenu l'inscription du site, sa préservation et autres. On a la chance en Suisse d'avoir un système fédéral qui est porté par 26 cantons. Chaque canton a sa propre constitution et l'Avaux figure dans la constitution vaudoise. C'est le seul site, le seul périmètre qui est à ce point-là jugé important qui figure dans la constitution vaudoise. C'est également un périmètre qui présente des bourgs historiques, des maisons vigneronnes et un patrimoine bâti exceptionnel. On a environ 1222 bâtiments qui sont inventoriés comme étant exceptionnels à l'échelle nationale ou cantonale. Et ensuite, on a évidemment l'ensemble des terrasses de vignes dont on passera un peu au travers, qui est évidemment l'élément constitutif et emblématique du site. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'écrivain, alors chez nous c'est une sommité, mais Charles Ferdinand Ramu. Il a eu quelques mots qu'on utilise beaucoup pour présenter le vignoble de Lavaux et qu'on trouve assez intéressant. Le bon Dieu a commencé, nous on est venu ensuite et on a fini. Le bon Dieu a fait la pente, mais nous on a fait qu'elle serve, on a fait qu'elle tienne, on a fait qu'elle dure. Cette phrase-là, on l'utilise beaucoup parce que c'est une assez bonne définition à l'échelle du périmètre Lavaux de ce qu'on considère être un paysage culturel. C'est-à-dire
l'appropriation, enfin l'établissement d'un paysage naturel et ensuite l'appropriation de ce paysage par les populations historiques qui s'y sont établies et qui ont travaillé dans ce périmètre. Et la deuxième partie, ce n'est plus du naturel, c'est du fabriqué. C'est nous, c'est fabriqué par nous, ça ne tient que grâce à nous, ça n'est plus une pente, c'est une construction, une tour, un devant de forteresse. J'espère que les quelques images qui vous seront présentées après vous permettront de mieux appréhender cette définition-là. Donc on commence, Lavaux, c'est un paysage. Il est assez reconnaissable. C'est ce triptyque vignoble-lac-Alpes qui rend ce site absolument exceptionnel. Et donc on va démarrer par cette approche-là. On va revenir à peu près 20 000 ans en arrière. Je vous passe l'ensemble de toutes les glaciations depuis 40 millions d'années jusqu'à maintenant. Mais l'idée, c'est qu'en gros, le glacier du Rhône, il y a 20 000 ans, il y avait presque 1 kilomètre de glace au-dessus des têtes des populations. On ne savait pas exactement lesquelles elles étaient, mais en tout cas, il y avait 1 kilomètre de glace. Et ce glacier, en se retirant, a façonné vraiment le paysage tel qu'il est aujourd'hui, a érodé les flancs, a rendu en fait ce versant très vertical, très caractéristique de Lavaux. Cette image, elle est un petit peu représentative, donc pour vous montrer déjà la petitesse du vignoble, puisqu'on a Lausanne qui est vraiment la grosse zone urbanisée qui est juste au milieu de l'image, et ensuite l'ensemble du vignoble, et en bas à droite, on est à Vevey, et donc on a d'un seul coup d'œil l'ensemble du vignoble protégé et inscrit. Par contre, vous voyez également que les flancs sont extrêmement abrupts. La plus grande pente ici, c'est juste un des versants qui est sur le bord de ce qu'on appelle le désalet. C'est des versants qui vont entre 12% pour les zones les plus plates à 100% de pente pour le désalet. Donc on travaille dans un vignoble qui fait 45 degrés de pente, qui est donc extrêmement complexe et extrêmement en pente. Voilà. Le deuxième élément, c'est le paysage culturel. Donc, sur la base de ce substrat extraordinaire que la nature a façonné, l'homme s'est établi, l'homme avec un H majuscule, l'être humain, on va dire. Et en fin de compte, c'est ce qui a rendu ce site culturel. Là, je vous donne la définition de ce que c'est qu'un paysage culturel au sens de l'UNESCO. C'est assez important parce que c'est ce qui va définir vraiment comment on va travailler. Donc en 1992, la Convention du patrimoine est devenue le premier instrument juridique international à reconnaître et à protéger les paysages culturels. Et donc c'est l'œuvre conjuguée de l'homme et de la nature qui font de ce paysage quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Alors, le paysage culturel, on le traite de 3 manières. L'appropriation du site, ensuite l'organisation du site et l'exploitation du site. Donc l'appropriation du site, donc là vous avez une image pour vous représenter un petit peu ce qu'est Lavaux. Lavaux c'est 18 km de large, mais c'est surtout 450 km de murs en maçonnerie traditionnelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des murs en pierre sèche. Les murs en pierre sèche, ça n'existe pas à Lavaux, il y en a quelques-uns qui existent, mais en fait les pierres sont ce qu'on appelle gélives, c'est-à-dire qu'elles ne supportent pas le gel, elles explosent ou éclatent avec le temps. Donc il est impossible de construire des murs en pierre sèche parce que les murs s'effondreraient d'eux-mêmes. Donc il y a une maçonnerie avec la chaux hydraulique qui permet de maintenir ces murs en place. 450 km de murs. On a 10 000 terrasses de vignes. Donc voilà, il faut savoir, je suis au drone à 50 mètres sol, 100 mètres sol, et vous voyez ce que représente en fait la constitution du vignoble sur un carré qui doit faire 200 mètres de côté. Donc on a des toutes petites parcelles qui sont alors globalement propriété de plusieurs vignerons, mais on a quand même une sursegmentation du vignoble qui le rend extrêmement complexe à travailler. On a également 14 bourgs inscrits à l'inventaire fédéral, donc c'est des bourgs, on ne parle même pas de village, c'est plus proche du hameau vigneron dont l'identité même est ancrée. Il n'y a pas de possibilité d'aménagement complémentaire, on ne construit pas de nouveaux bâtiments, il n'y a pas de zone à bâtir en plus dans ces périmètres-là. Tout est protégé et verrouillé d'un certain côté. Je vous propose une petite vidéo maintenant pour contextualiser un petit peu mes propos. Cette vidéo, en fait, on l'a tournée très récemment avec un vigneron de Lavaux qui s'appelle Henri Chollet, il a 78 ans et il m'a aidé énormément à documenter ce que c'est qu'un mur patrimonial à Lavaux parce qu'au travers des siècles, ces murs ont évolué dans leur constitution et dans leur compréhension. À la base, il voulait faire des croquis, on voulait faire quelque chose par écrit, puis sa santé déclinant, on a décidé de faire une captation vidéo.
Et donc, grâce à lui, on a 12 capsules vidéo des différentes étapes de construction et de réfection des murs. Et on en a également profité pour faire un film un peu de sensibilisation sur Lavaux et l'importance de ces murs. Et je vous la propose maintenant. Je trouve qu'il est extraordinaire. C'est justement ce fameux poudingue, tu vois. Et puis ces pierres, elles ont été taillées, elles ont été formées pour faire des marches. Et puis je trouve qu'il est d'une beauté. Tu vois, à l'époque, il y avait sûrement encore un mur qui montait là, parce qu'on voit encore un arrêt de porte. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Les ancêtres nous ont transmis des éléments d'architecture viticole ou vigneronne en ce qui concerne les bâtiments. J'aurais bien voulu, moi, vivre il y a 3, 4, 5 siècles pour voir la manière et le nombre de personnes qui devaient travailler dans ce vignoble, comment ces murs se sont bâtis, où on a trouvé les pierres. Moi, c'est l'effort accompli aussi qui a attiré mon attention sur les murs et vraiment apprendre à les regarder et en disant à nos ancêtres, chapeau les gars, beau travail. Eh ben nous, on n'est pas obligé de reconstruire le vignoble, mais notre plaisir, ça va être de bien l'entretenir. C'est ça pour moi aussi la notion du patrimoine, c'est respecter cet héritage formidable qui perdure depuis des siècles, qui tient toujours. Je m'appelle Henri Cholet, j'ai le grand plaisir d'avoir vécu de la vigne. J'ai pu transmettre ce patrimoine à mon fils, à Valérie, son épouse, et pour moi c'est une très grande satisfaction de voir que ça continue. C'est totalement une histoire d'amour. Je pense que si on veut être heureux à Lavaux en étant vigneron, il faut aimer son patrimoine, bien entendu, il faut y être attaché. J'ai la sensation de faire partie d'une chaîne, d'une continuité. Alors moi, je me sens tout à fait porteur d'une ligne, mais d'une ligne qui évolue. Le vignoble n'est pas du tout fermé. Le vigneron de Lavaux est quelqu'un qui vit avec son temps, donc il faut accepter cette évolution, elle peut être tout à fait agréable. Le symbole de Lavaux, c'est forcément le vignoble aux terrasses. La pente étant extrêmement forte, il était indispensable pour la rendre cultivable de construire de grands escaliers. Le mur de vigne à Lavaux, c'est l'identité même de ce vignoble. Ça, c'est le vigneron vraiment qui va entretenir le patrimoine par son attachement, par la clairvoyance qu'il manifeste devant un mur de vigne lorsqu'il doit le refaire. Il entretient une manière de vivre, une manière de penser, et le mur en fait partie intégrale. Et donc, on dit aussi jamais que tu feras le dernier voyage. Là, c'est deux pierres. Ils sont marquées qui vont gagner à la maison. Oui. Parce qu'elles sont belles. Hein. Et il dit, oh, il avoir ça, il doit avoir ça. Ah ouais. Oui, celle-là, on va la mettre dans un endroit bien. Ah là, c'est nettoyer ça. C'est bon, on va voir l'autre côté, on voit bien le quartz bleu. C'est belle beauté. Belle avant le soleil. Voilà. Oui, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. On va la mettre quelque part, on va la voir, hein, des deux côtés. C'est dingue, hein. Regardez ça. Hein? Ça, c'est à nous, c'est notre patrimoine, ça. Ben tiens, l'hiver prochain, on aura un petit peu de temps, on a pu faire les vendanges de bonheur. Eh bien, on va cette fois refaire le mur de telle ou telle vigne, et puis on va le refaire selon les règles. Il suffit de regarder ce que nos ancêtres ont fait et travailler comme eux. Dans le fond, c'est assez simple, hein, avec un choix de pierres qu'on a retrouvé sur place. Et ça vaut la peine d'entretenir ce patrimoine, de ne pas cacher ces pierres intéressantes, au contraire, les montrer, pour montrer la diversité des pierres et l'effort qui a été fait par nos ancêtres. Alors voici ici deux roches qu'on appelle poudingues, et deux blocs qui sont magnifiques, qui sont caractéristiques des murs qu'on trouve dans la région de Saint-Symphorien, Riva, Désalais. Le coteau est très beau, mais il est difficile aussi à affronter, caractère abrupt, sauvage, difficile à pénétrer, mais qui donne des satisfactions énormes une fois qu'on a réussi à trouver la clé pour s'y introduire et pour vivre en symbiose avec ce site magnifique. Et ce qui est beau, c'est l'effort, c'est cette bataille en fait contre les éléments, contre la pente. C'est une aventure magnifique. Par la suite alors, on a aussi
une belle histoire à raconter aux personnes qui nous font confiance, qui viennent chez nous pour nous acheter du vin. C'est un vignoble qui se mérite. Donc on est vigneron Lavaux parce qu'on est d'accord de faire un effort particulier, mais qui vaut la peine et qui est gratifiant une fois qu'il est fait. Voilà, donc j'espère que vous avez eu du plaisir à faire ce film. En tout cas, nous, on en a eu beaucoup parce que c'est un des premiers qu'on a réussi à faire qui était autre que uniquement touristique. Il faut savoir que Lavaux est un site extraordinairement touristique. On a entre 60 et 80 000 personnes qui sillonnent le vignoble chaque année, qui se rendent dans le site et souvent pas forcément avec la conscience réelle de ce que représente ce vignoble en terrasse. Juste avant de venir sur la slide, si joint, je vais juste faire un tout petit point que j'ai complètement oublié dans la présentation, c'est de vous présenter un petit peu les 3 soleils de Lavaux. C'est une notion qui est assez amusante parce qu'on a essayé de chercher dans d'autres vignobles et on est un peu les seuls à pouvoir avoir cet élément-là. Les 3 soleils de Lavaux, le premier, c'est l'astre céleste qui rayonne, qui est cette énergie inépuisable, en tout cas dans un délai court, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Qui alimente en fait ce vignoble à part entière. Ensuite, on a le deuxième soleil qui est la réverbération de la lumière sur le lac, qui contribue très activement à la croissance de la vigne et à son développement. Et le troisième, qui était justement celui qu'on voulait mettre à l'honneur par ce film, c'est les murs, qui emmagasinent toute la chaleur pendant la journée et qui la restituent le soir. Comme discuté avec certaines personnes, on n'a pas de gros problèmes de gel à Lavaux parce que même en plein hiver, les murs captent cette température et tempère en fait le vignoble de manière générale, de même que le lac qui est aussi un énorme régulateur de température parce qu'il emmagasine la température mais il la restitue aussi le long de toute l'année. Et en fait ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants dans la croissance de la vigne dont on parlera peut-être juste après. La deuxième étape, c'est l'organisation du site. Alors on a le site, l'histoire commence à peu près au XIIe siècle, donc le vignoble a presque 1000 ans maintenant, avec évidemment l'évêché de Lausanne qui se dit, bon, on a une belle zone verte en forêt, on est dans un développement économique à l'heure actuelle qui impose, et Dieu sait que si vous avez fait l'exposition de la Cité du Vin, vous avez remarqué aussi le développement économique du vin, et ça a été le cas également sur le bassin lémanique. Et donc, le clergé, et plus particulièrement l'ordre des moines cisterciens, commence à défricher le vignoble pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Donc, les premiers vrais artisans du vignoble de Lavaux, c'est les moines qui se sont appropriés ce territoire, ont défriché, ont structuré, ont mis en place les murs. Par la suite est arrivé justement les grands domaines qu'on appelle, qui sont évidemment, et vous le voyez, le clos des abbayes et le clos des moines. Là, on ne peut pas non plus trop vous feinter, les termes sont très emblématiques par rapport au vignoble, avec les premiers gros domaines qui arrivent en 1536 pour le clos des abbayes, clos des moines. Il y a un autre domaine qui s'appelle le domaine des Faverges, également qui est un petit peu plus à l'est, qui lui aussi est arrivé en 1536. Et enfin, ces domaines ont commencé à restructurer le vignoble et les principaux propriétaires restent ces domaines-là. Le de Clos des Abbayes et le Clos des Moines est la propriété de la ville de Lausanne, qui est une des villes qui possède le plus de vignes à Lavaux, en tout cas, et même en Suisse. Désolé, c'est le plus grand domaine. Donc ça, c'était pour la partie organisation du site. La troisième étape, c'est l'exploitation, on va dire, moderne du site, c'est-à-dire que ces domaines se sont progressivement été rachetés, les domaines ont été vendus, les parcelles ont été vendues, rachetés à des petits vignerons en caveurs. Et en fait, c'est la structure majoritaire maintenant. Elle est à ce point-là importante qu'elle est même reconnue par l'UNESCO. Donc le petit vigneron en caveur, c'est-à-dire que c'est un vigneron qui produit le raisin, mais ensuite qui s'occupe de toute la chaîne de service jusqu'à la mise en bouteille
Et en fait, on a 150 familles vigneronnes à Lavaux. Mais ça, je vais passer la parole à Fabio qui va vous en parler directement. Alors, aussi de ma part, bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. Comme vous l'avez vu des images, c'est une zone exceptionnelle, mais on a des défis pas négligeables au niveau des vignerons. Ça veut dire que le travail est fait complètement à la main. On n'a pas de mécanisation, on a des petites moyennes mécanisées qui peuvent aider dans les petites parcelles, mais on n'a pas de tracteurs. Comme vous avez éventuellement pu voir, on a le monorail, que c'est une mécanisation typique de Lavaux. C'est cette petite mécanisation qui nous aide à transporter quelques cassettes pendant les vendanges. Mais on ne va pas cacher que dans les zones plus extrêmes que le Désalais, parfois on est obligé de rassembler les cassettes dans une parcelle et puis faire brièvement un transport avec l'hélico, parce qu'on a des pentes entre 45, 50, 60%. Et là, malheureusement, on n'a pas encore trouvé une solution idéale pour transporter les cassettes. Mais en attendant, on reste avec un bref trajet d'hélico. Après, il y a l'entretien des murs, comme a dit justement Vincent. Ce n'est pas facile, ce sont des frais qui sont liés aux vignerons. Qui doivent respecter d'un côté la tradition, respecter aussi les directives de l'UNESCO. Et on ne peut pas mettre juste du ciment. Et là, c'est assez, aussi au niveau du coût, ce n'est pas négligeable. Et puis surtout les coûts de production. Vu les pentes, vu le travail à la main, on est là, une des zones les plus chères en termes d'exploitation viticole au monde. Et là aussi, les vignerons sont confrontés avec des enjeux et des obstacles pas négligeables. Pourtant, on a, comme on dit, 150 familles vigneronnes. C'est vraiment une tradition, un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. On a 60% de vignerons en Cavors sur 730 hectares, à peu près 30 km entre Lausanne et Vevey, vraiment très approximatif, divisé en AOC Lavaux principal, puis on a 3 appellations AOC, normales si on veut dire, et puis 2 grands crus qui sont vraiment quelque chose qui est unique aussi dans la région, vu un petit peu la configuration du terrain et du sol, parce qu'on a 5 à 6 sols différents, mais je vais préciser ça dans le cadre de la dégustation qu'on fera après. Et puis on estime à peu près entre 6,5 millions et 7 millions de bouteilles produites dans la zone de Lavaux et vendues sur le marché. Les vins de Lavaux, bon, le cépage typique au roi de la région, c'est le Chasselas, qui c'est un cépage apparemment, après une étude, il y a quelques années, ils ont fait une étude sur l'ADN du Chasselas et ils ont défini que le Chasselas est un cépage vaudois, ou bien entendu originaire de l'arc lémanique. Et ça, c'est le roi. On a à peu près 75% de la production de Chasselas. Puis on a un rouge, le Plein Robert, que c'est issu c'est un clone, un sous-clone du Gamay, aussi typiquement cultivé à Lavaux. Mais après, entre autres, on a des autres cépages de spécialités blanches, comme le Sauvignon, le Chardonnay, on a le Chenin Blanc. Et en rouge, on a du Gamay, Garanoir, Gamaret, et aussi jusqu'à Merlot et Syrah, qui sont un petit peu les cépages internationaux. Et on arrive à peu près à une cinquantaine de cépages qui sont autorisés à Lavaux pour cultiver. Ça veut dire que d'un côté, on a un aspect traditionnel, comme le Chasselas. Ce sont beaucoup de vignerons qui s'occupent de maintenir cette tradition et de souligner vraiment les différents aspects des terroirs de Lavaux. De l'autre côté, on a des vignerons qui se dédient aussi à l'innovation, à essayer vraiment de franchir d'autres barrières pour créer vraiment une diversité unique qui fait Lavaux vraiment une région exceptionnelle. Merci Fabio. Oui, le Chasselas, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, c'est vrai qu'après, vous aurez l'occasion de le déguster puisqu'on a décidé d'en amener 4 et de faire un focus spécifiquement sur ce cépage qui est assez particulier parce que la majorité des gens sur la planète le consomment en raisin de table.
Et rares sont ceux qui le vinifient pour en faire des vins, et des vins qui, au vu de la dégustation qu'on a proposée aux sommeliers de la Cité du Vin, ont de réelles qualités, ont surpris les palais et ont apporté une dimension particulière qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on est très content de faire découvrir, parce que c'est effectivement un cépage. On s'est amusé à le voir dans l'exposition permanente. Le Chasselas ne figure pas sur la liste des 42 cépages exposés dans le cadre de la Cité du Vin, mais on n'est pas trop vexé, parce que le sémillant, qui compose énormément de vins de Bordeaux, n'y figure pas non plus. Donc, on a dit qu'on voulait faire preuve d'humilité. On va agir maintenant sur cet élément-là. Lavaux, c'est aussi un paysage culturel vivant, c'est-à-dire que vous avez vu évidemment toute l'approche liée à la vitiviniculture qui occupe les lieux, mais Lavaux, c'est également 33 000 habitants décomposés en 10 communes qui portent l'ensemble du patrimoine, l'ensemble du périmètre. Et ces 33 000 habitants, certains soutiennent beaucoup la vitiviniculture. On dit souvent que c'est la population historique du site, qui sont les familles autour, ou les artisans, ou les petits commerçants, ou tout ce tissu qui s'est construit au fil des siècles à Lavaux, qui a occupé et habité les maisons vigneronnes dont vous avez pu voir certains exemples avant. Après, vous avez peut-être remarqué sur l'image générale, Lavaux, c'est également... alors, de nouveau, toute proportion gardée, vraiment un peu inséré, en tout cas, ou essayer de se faire un peu une place entre les deux grosses agglomérations à l'échelle suisse. Alors, les deux grosses agglomérations font 400 000 habitants, donc j'ai dit toute proportion gardée, mais quand on a 400 000 habitants qui font pression sur un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, avec des prix à l'immobilier qui sont extrêmement intéressants, avec une proximité professionnelle ou autre, on sait que cette population a également des attentes vis-à-vis du site qui n'est pas forcément sa propre préservation. Et ce côté vivant, c'est une grande force du site, mais c'est également sa plus grande menace, parce qu'on a ce qu'on appelle un grand phénomène de gentrification, c'est-à-dire l'établissement de populations externes au site qui ne viennent pas avec, on va dire, les codes ou la compréhension du site tel qu'on aimerait, mais avec des exigences propres à leur envie de s'établir dans le périmètre. Alors, les vignerons ont un nom pour ces personnes-là, c'est les SDF, c'est les sans difficultés financières, qui arrivent donc dans le périmètre avec des attentes plus associées à la création de parkings souterrains, de piscines et d'un développement de photovoltaïque conséquente, sans pour autant avoir cette compréhension réelle de ce qui a fait ce site, ce qui le fait toujours, et surtout les exigences. On parle souvent de droit en tant que citoyen quand on s'établit quelque part. On n'est pas là pour reprocher, critiquer ou autre, mais on essaie de sensibiliser sur le fait que ces populations ont des devoirs aussi, et des devoirs clairs. Dans la valeur universelle exceptionnelle du site, Lavaux a contribué très clairement au développement de la région de Lausanne, économiquement, culturellement, socialement parlant. Et c'est ce qu'on essaye de rappeler un petit peu à Lavaux, c'est de dire, si Lausanne est ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle a intégré donc, le réseau des Great Wine Capitals, vous savez qu'il y a 12 grandes capitales dans le monde qui ont été nommées comme telles. Bordeaux en fait évidemment partie. Lausanne a été nommée en 2018 comme Great Wine Capital. Et ben, c'est ce qu'on essaie de rappeler aussi, c'est que oui, on peut être une grande capitale, mais il faut agir comme une grande capitale aussi. Et ça représente certains enjeux sur cet élément vivant. Ça, c'était le côté un peu sombre de la vision du côté vivant, la gentrification, les enjeux de cohabitation entre les différentes populations. Puis je vais vous en présenter quelques-uns qui sont un peu plus agréables. Donc, Lavaux, c'est aussi un terroir et un terrain de jeu, et je le dis dans le bon sens du terme, extrêmement intéressant. On a énormément de festivals qui sont créés à l'interne du site. Le plus célèbre pour nous, c'est le QI Jazz Festival, qui, lui, se targue d'être le festival dans lequel on consomme le plus de vin. On consomme beaucoup plus de vin pendant le QI Jazz Festival que de bière, et ça, c'est quelque chose qui différencie beaucoup ce festival de beaucoup d'autres. C'est au cœur de Lavaux, au cœur du bourg de QI, pendant 10 jours, des festivals de jazz, des concerts et autres, et toujours un festival off qui se fait systématiquement dans les caveaux, les caves des vignerons. Donc, atmosphère authentique garantie, découverte des vins, intimité et proximité sont vraiment l'identité même de ce festival, dont on est extrêmement fier et qui mérite vraiment une vraie valorisation. Évidemment qu'après, on a aussi toutes sortes de festivals liés au vin, Épaisse en fête, la fête des vignerons, la fête des vendanges et autres, qui contribuent justement à animer tout au long de l'année ce site très particulier. Et puis, on a eu la chance l'année passée de recevoir une équipe du quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission-là.
Ils ont décidé, sans nous prévenir d'ailleurs, c'était d'autant mieux, de venir découvrir le grand championnat du monde des tracassés. Alors, que celui qui sait, alors je fais un petit sondage, qui sait ce que c'est qu'un tracassé? Ouais, alors au premier rang, vous trichez, on sait qu'ils viennent de Lavaux, donc personne. Vous en avez vu un petit exemple en fait dans la vidéo de Monsieur Cholet, c'est cette sorte de tricycle qui a une planche, un plateau derrière qui permet en fait de transporter toutes les caissettes de vin. C'est complètement endémique, emblématique de Lavaux. Il y en a partout, tous les vignerons les ont, et on est dans de l'artisanat pur parce qu'il n'existe plus aucune fabrique de ce genre d'éléments. Les moteurs sont complètement faits main, les directions, les vitesses, tout est fait main. Au niveau de sécurité, c'est une apocalypse, on est bien conscient, mais ça fait partie aussi de cet ADN du site. Et donc, je vais vous présenter une petite vidéo du journal Le Quotidien, donc, qui est une émission que vous connaissez bien, qui est venue l'année passée pour le dernier championnat du monde des tracassés. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer que ça peut être très vivant à Lavaux. Pourquoi je vous ai mis cette vidéo aussi, c'est pour vous montrer que la jeunesse des vignerons, la jeunesse vigneronne de Lavaux est toujours bien active, toujours présente. C'est très important pour nous de garder ce tissu social essentiel, culturel et autres, parce que les vignerons ne sont pas et ils ont souvent cette impression-là, ne sont pas une espèce qu'on met en boîte, en bocal, et puis qu'on observe, et puis qu'on laisse produire, et puis qu'on... Il y a un tissu social essentiel qui doit être construit, un tissu associatif, une implication de la population. Et en fait, ce genre d'événement est essentiel pour garantir cette cohésion qui a tendance effectivement à se distendre à cause des différentes populations qui s'établissent et qui n'ont pas forcément cette conscience-là. Donc on voulait juste rappeler un peu cette approche-là de manière humoristique. C'est toujours plus drôle quand c'est les autres qui présentent nos propres spécificités ou expériences. Donc voilà. Deuxième élément, et pour l'occasion, je n'ai pas eu le droit de vous présenter des vidéos parce que les droits sont assez protégés, c'est la fête des vignerons de Vevey, qui elle aussi, et ça c'est un fait assez exceptionnel dans le monde, on est un des rares sites à avoir un site inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, et en même temps un patrimoine culturel immatériel attaché à la même filière de profession et au même périmètre. La fête des vignerons, donc, c'est une grande fête qui célèbre le travail des vignerons tâcherons, donc des vignerons qui sont employés pour travailler la vigne. C'est une fête qui a été créée pour la première fois en 1797 et qui a lieu une fois par génération. La dernière était en 2019, la précédente était en 99, puis 77, puis 55, et on remonte jusqu'à 1797. Et c'est une fête absolument exceptionnelle, grandiose, qui mobilise énormément de personnes. Comme vous voyez certains chiffres, on a eu sur presque deux semaines d'événements, en fait, 375 000 personnes qui sont présentées, qui ont vu le spectacle, qui sont venus à Vevey, 5 500 figurants, 10 000 journalistes du monde entier, et puis 20 000 places au cœur de Vevey. C'est l'arène qui représentait en fait cet événement, qui également accueillait pour la première fois, et c'était une première mondiale, la plus grande dalle en LED de l'histoire en fait. Tout le sol en fait de l'arène était un grand écran sur lequel étaient projetés des éléments visuels et contextuels. Et si vous voyez en haut à droite se trouvaient les confrères de la confrérie des vignerons qui en fait élisent le meilleur vigneron par génération. Et cette année, c'est un fait assez particulier, il y avait une vigneronne qui, pour la première fois, avait été nommée lors de cette grande fête des vignerons. Ça aussi, c'était très important de vous le mentionner parce que, effectivement, c'est à Vevey, c'est hors de la zone centrale, mais ça fait partie intégrante du patrimoine qui est véhiculé au travers de Lavaux, puisque l'ensemble du travail de cette confrérie est de surveiller la qualité des vignes. Donc chaque année, il y a 3 visites qui sont faites par les experts de la confrérie pour aller surveiller les différentes étapes, de la taille, les grappages, juste avant la vendange, regarder quel est l'état sanitaire de la vigne, son entretien, comment on traite ce genre de choses, et puis qui propose des conseils, qui note les vignerons. Et puis ensuite, les notations s'accumulent et à la fin, donc, et sont élus les vignerons, les meilleurs vignerons de Lavaux et du Chablais, qui est un vignoble juste à côté aussi. Et ça, on le met vraiment parce que ça contribue vraiment à cette identité de paysage culturel vivant. Voilà. On va juste faire un petit point quand même sur la situation actuelle. C'est vrai que c'est un élément qui...
on trouve le vignoble extraordinaire, son esthétique est impressionnante. Je rappelle quand même un élément important dans la lecture du site. L'esthétique d'un site n'est pas considérée comme important par l'UNESCO dans la mesure où l'esthétique est subjective. Or, les critères d'inscription d'un site à l'UNESCO s'appuient sur ce que je vous ai dit avant, une valeur universelle exceptionnelle. C'est-à-dire que quel que soit le profil sociodémographique, l'origine, le pays ou la provenance des personnes, tout le monde doit comprendre qu'est-ce qui fait de ce site un paysage ou un patrimoine si exceptionnel. Et à Lavaux, on a cette chance extraordinaire d'avoir en plus un site magnifique. Mais c'est un des enjeux, c'est qu'à l'heure actuelle, pour avoir travaillé aussi 7 ans dans le tourisme, c'est qu'on a tendance à s'arrêter au premier réflexe, c'est de promouvoir l'image. Et de ne pas aller au-delà de l'image et de s'attacher à comprendre qui a permis la construction de ces paysages, qui a permis que cette image soit celle qu'elle est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on risque si on s'arrête uniquement à l'image. Et là, on va vous faire un tout petit point en fait de la situation actuelle, pour vous dire que tous les voyants ne sont pas toujours ouverts dans la préservation des patrimoines. Si vous êtes un tout petit peu à l'écoute aussi médiatiquement relatif au patrimoine, on sait que le vignoble du Douro est en train de traverser une crise très importante. On sait que Venise a frisé le code, vous m'excuserez cette expression, de perdre son inscription, ou en tout cas d'être mis sur la liste des sites menacés. Donc on peut perdre une inscription au patrimoine mondial. Et l'importance de préserver ces vignobles est absolument essentielle. Ce n'est pas un bloc de granit, on a la chance d'avoir le Cervin en Suisse, lui ne bougera pas. Le vignoble peut bouger, peut disparaître, voire péricliter. Donc, si je fais un tout petit point de situation sur le vignoble en site, donc c'est un site vivant, mais est-ce qu'il est encore viable? C'est un peu la question qu'on pose. On n'a pas forcément la réponse à tout. On est actuellement en train de créer la stratégie de préservation à 10 ans du site, mais on a identifié spécifiquement des enjeux. J'en parlais, la pression urbanistique exercée par les deux grandes agglomérations, gentrification, pendularité. On a énormément de personnes qui circulent de l'une à l'autre avec des exigences, des besoins et des attentes sur le réseau routier ou ferroviaire. Et ces besoins-là ont tendance à faire se développer ces infrastructures, parfois au détriment de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle. On a des enjeux de cohabitation qui sont importants aussi, c'est-à-dire que pour la majorité des populations périphériques actuellement, Lavaux est un espace de loisirs. On n'a pas particulièrement de problème avec cette dimension-là, sauf quand les parties de frisbee et les barbecues se font dans les parcelles de vignes, ça c'est plus problématique. Vous avez tous vécu le Covid, on sait tous par quoi on est passé. Pendant les 2 années, on a eu un report phénoménal des populations des zones urbaines dans les espaces naturels. Lavaux était à cette époque-là considéré comme un vrai espace naturel, donc on a eu énormément de population qui s'est reportée sur les espaces naturels pour reprendre l'air, revivre, se changer les idées. Alors évidemment, de nouveau, aucun problème avec ça, sauf quand ça génère des nuisances majeures sur l'exploitation de la vigne à part entière et le tissu social existant dans le périmètre. La perte d'identité du site comme secteur économique, donc ça c'est la composante dont je vous parlais avant. À l'heure actuelle, le tourisme promeut énormément Lavaux, mais comme un espace, comme un paysage esthétique. Le problème, c'est que les personnes viennent à Lavaux et considèrent qu'en prenant 3-4 photos qu'on poste sur Instagram, on a vécu une expérience à Lavaux. L'enjeu par rapport à ça, et pour en avoir discuté avec d'autres gestionnaires de sites, c'est qu'à l'heure actuelle, ce genre de comportement empêche la génération de valeur économique dans les périmètres. Et si on ne soutient pas le tissu économique social des sites, eh bien, les personnes qui y sont n'ont pas la capacité d'entretenir ces patrimoines. La valeur patrimoniale des murs à Lavaux, c'est environ 1 milliard de francs. 450 km de murs, on sait combien coûte la réfection d'un mur, et ce milliard de francs, équivalent euro, donc je vous passe les cours actuels, sont portés par 150 familles vigneronnes. Et ces 150 familles vigneronnes, elles sont investies dans cette réfection, mais du coup, elles doivent reporter ça à un moment ou à un autre sur le produit final qu'est la bouteille de vin. Et ça, c'est un des enjeux majeurs, c'est qu'à l'heure actuelle, les vignerons sont peu en mesure de le faire parce que la concurrence est forte. Et les changements des modes de consommation du vin, Dieu sait que je suis dans le temple aujourd'hui de ce qu'est la compréhension du vin. Moins de consommation, une envie de diversification, une pression sur les vignerons sur la diversification des produits, des modes de vinification ou autres. Ça oblige le vignoble et les vignerons à faire preuve d'une résilience très forte par rapport aux écueils qu'ils traversent au quotidien, mais en même temps d'innovation et d'évolutivité très rapide. Et ça, ce n'est pas toujours forcément le cas dans un vignoble
millénaire comme celui de Lavaux. Je vais passer à Fabio pour la partie sur les vignerons spécifiquement. Merci Vincent. Oui, aussi pour la partie de la viticulture, on a à l'heure actuelle un tissu plutôt solide, mais bien sûr, on a des risques qui, à l'horizon, par exemple le relais des domaines. On a des familles vigneronnes qui n'ont pas des nouvelles générations, même des gens externes qui peuvent reprendre les exploitations viticoles. Aussi, on observe une tendance à la baisse aussi au niveau formation. Il y a toujours moins de monde qui se lance dans la viticulture, qui veut faire les vignerons. Et là, ça pose un problème. C'est un problème qu'on note pas qu'au niveau cantonal, mais au niveau fédéral. Et ça peut être un risque dans les prochaines années ou décennies. Et puis, bien sûr, si dans un cas extrême, des vignerons ils sont obligés de mettre la clé à la porte parce qu'ils n'ont pas de perspective, ça peut être au niveau relais, au niveau financier, qui font faillite peut-être dans un cas extrême. Et puis, bien sûr, à côté, si un vigneron doit mettre la clé à la porte, c'est un savoir-faire qui va être perdu complètement, qui va disparaître. Et ça, on essaye au moins d'être solide, de pouvoir promouvoir cette profession pour ne pas perdre ces informations qui, dans le cas aussi de M. Cholet qu'on a vu à la vidéo, sont des personnages très, très précieux qui alimente un petit peu toute la tradition de la région. Puis après, voilà, il y a aussi des enjeux au niveau économique. Il y a une diminution des contributions, des rentes financières qui jouent un rôle assez important. Et puis la diminution, comme j'ai cité ailleurs, c'était l'entretien, le coût et les frais d'exploitation d'un côté et les frais d'entretien des murs qui sont très chers. Et ça va être un des points, je pense, pour les prochaines années. Et on est en train, avec Vincent, de développer différentes mesures pour pouvoir sauver ces murs et soutenir les vignerons de la région de la Haut. Merci encore, Fabio. Donc voilà, l'idée quand même, c'est... on ne va pas finir sur une note négative, hein. Ce n'est pas l'objet de vous plomber votre samedi, d'avoir fait le mauvais choix en venant ici alors qu'il y avait un match de Coupe du Monde. Chaque fois que je me présente aujourd'hui, je dis bonjour, comment allez-vous? Vous venez au match? Non, je ne viens pas au match, mais ça aurait été avec plaisir. Lavaux reste un vignoble absolument exceptionnel. Sa pérennité n'est pas directement mise en jeu à court terme. Mais ce qu'on voulait transmettre aujourd'hui, et dans le cadre de la Cité du Vin, c'est qu'on n'est pas là en tant que représentant d'office du tourisme qui vont vous mettre des belles images et vous promouvoir un site en vous disant « venez, c'est absolument incroyable », point. On a vraiment besoin aussi de rappeler un peu ce que c'est que l'approche au vin, l'approche au vignoble. C'est toujours délicat. Le vin n'est pas un besoin physiologique. On n'a pas encore intégré ça dans la pyramide Maslow des besoins physiologiques de l'être humain. Mais dans l'ADN, en France principalement, en Italie, en Espagne, ça l'est, en Suisse également, cette conscience et cette approche du vin, elle est essentielle, elle est vraiment dans nos cultures, en tout cas latines. Et ce qu'on voulait juste rappeler, c'est qu'il est absolument essentiel de garder cette conscience que quand on achète une bouteille de vin, on n'achète pas uniquement un contenant et un contenu, on achète un patrimoine séculaire, millénaire dans beaucoup de régions en France, en Italie, en Espagne. Et on incite un tout petit peu plus la population à garder à l'esprit à quel point l'acte d'achat d'une bouteille est un geste réel d'entretien des paysages, des patrimoines et de l'ensemble de tout ce qui a construit une filière générale. Et ça, c'est très important parce qu'on est en train aussi de travailler avec les autres sites inscrits au patrimoine mondial. On a eu un colloque l'année passée sur les paysages culturels dans lequel on a eu des représentants de Saint-Émilion, on a eu des représentants aussi des climats de Bourgogne ou autres. Et ce constat est partagé de tous. La distanciation du consommateur sur les patrimoines vitivinicoles représente un enjeu majeur parce que le consommateur est parfois toujours en train de comparer le prix. On ne le reproche pas, je fais la même chose aussi, mais on aimerait bien que des fois il y ait une conscience de quelques francs de plus dans la bouteille que vous achetez de proximité, c'est contribuer activement à votre propre bien-être parce que les paysages que vous chérissez sont le fruit d'un travail de l'homme, de l'être humain au travers des siècles. Et pas uniquement la vitiviniculture,
On est aussi dans cette approche entre paysage culturel. Si on parle d'une rizière au Cambodge ou d'autres pratiques culturelles dans le monde entier, la thématique est exactement la même. Derrière un produit qu'on achète, il y a souvent un artisan, il y a souvent une histoire, un patrimoine. Et c'est là-dessus qu'on voulait un peu terminer, en vous rappelant que dans l'acte d'achat, il faut penser à qui a produit ce que vous tenez dans la main, et est-ce que ça ne vaut pas à un moment ou un autre 1 ou 2 francs pour garantir à proximité immédiate le maintien d'une filière, le maintien d'un savoir-faire, le maintien d'un patrimoine. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui dans le cadre de cette présentation, et puis évidemment on est ouvert à toute question. Du coup, qui se lance la première? Voilà, monsieur. Alors, on a un micro, pardon. On va faire circuler le micro, comme ça, toutes les personnes qui sont aussi en ligne pourront nous suivre. Un micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut allumer le micro? Ah là, ça marche. Non. Ouais. Parfait. Il faut bien parler proche du micro. Voilà. Vous pouvez vous faire la passe après. C'est un micro fait exprès. Mais si jamais vous avez peur de ne pas être précis, on a des bénévoles pour la journée des Journées du patrimoine qui sont là. Donc vous pouvez leur confier le ballon et elles transmettront pour la personne suivante. Merci. Oui, alors justement, je voulais revenir sur la fin de votre présentation. Là, vous dites les difficultés qu'il y a à prolonger l'exploitation du vignoble pour différentes raisons. Et comme ça a valorisé aussi la région de Lausanne et probablement VV de l'autre côté, est-ce qu'il est envisageable que la ville de Lausanne ou le canton subventionne quelque part les viticulteurs de Lavaux pour maintenir cette activité et ce patrimoine? Tu veux que je réponde? Ouais. Alors, c'est un peu le cas d'un certain côté. Maintenant, il y a 2 paramètres dans votre question. Le premier, c'est on est en train de mettre en place des mesures de soutien à la préservation des patrimoines construits, les murs par exemple, pour lesquels, quand je vous mentionne le montant qui a été avancé, les vignerons sont dans l'incapacité d'assumer seuls la réflexion de ce genre de choses. Donc là, on est en train de mettre en place des fonds qui sont soutenus par la Confédération helvétique, le canton de Vaud, les communes et les propriétaires pour garantir un entretien sur le moyen et long terme. Les sources de financement existent. Maintenant, il faut coordonner en fait l'appel à ces fonds et l'usage de ces derniers. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, c'est qu'on est aussi en train de regarder, en France, ça se fait beaucoup, nous, pas du tout, c'est de faire appel à du mécénat. Les climats de Bourgogne sont soutenus par des fonds liés à du mécénat à part entière. Ça n'existe pas chez nous du tout. On est en train d'explorer cette piste-là parce qu'il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir une fortune conséquente et une envie de contribuer à la préservation du patrimoine. Donc ça, c'est des éléments qu'on est en train de mettre en place justement pour préserver le patrimoine. Et les villes périphériques hors du site également commencent à prendre conscience de l'importance que revêtent les espaces naturels et culturels aux alentours de leur propre périmètre et que leur développement économique, culturel, social, mais aussi vitivinicole dépend aussi de ce genre de choses. Donc les choses se mettent en place gentiment. On n'est pas encore à une situation extrêmement confortable, mais l'inertie et l'énergie est bonne, en tout cas à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout a été si clair, je vous remercie infiniment. La fourchette de prix. Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, pour l'occasion, je vais la passer à Fabio. Là. Bon, ça dépend. Comme je dis, on a 5 appellations, 3 dossiers de grands crus. Ça dépend un petit peu. On part en parlant maintenant en francs suisses. On peut passer des chasses-là à 8-9 francs jusqu'à arriver à des chasses-là pour les désalés grands crus, même à 33. Après, ça dépend de la vinification, ça dépend de l'élevage. Et je vais expliquer un petit peu les caractéristiques après pendant la... Un euro, ça fait combien? Oui. C'est des francs suisses? C'est des francs suisses. Francs suisses, oui. Oui. On calcule 1,1. C'est 1,1 à l'heure actuelle, le cours. Donc un franc suisse égale 1 euro à peu de choses près. Bien entendu, on doit même considérer les coûts d'exploitation qui sont assez élevés
Et si on considère ça, on a des pics qui sont relativement bas, mais voilà, c'est comme on dit la Suisse. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Merci. Oui. Bon, alors attendez, on va faire comme ça. Alors derrière vous, monsieur, je crois qu'il y a des questions. Ah non. Vous avez parlé de la fête des vignerons, la dernière en 2019, c'est ça? Donc si je compte bien, c'est tous les 5 ans? 25. Ah, 25 ans. Ah, d'accord. Donc elle n'aura pas lieu en 2024. Effectivement, là, on est en train de laisser la confrérie digérer celle de 2019 encore, qui était un extraordinaire événement. La prochaine sera en 45, je pense, quelque chose comme ça. Ou ça, on les laisse mettre de choisir la date, mais en tout cas, c'est une fois par génération. Oui, monsieur. Oui, on a vu qu'il y avait donc une base principale de Chasselas. On voit qu'il y a à gauche un vert de rouge. Oui. Donc je voulais savoir s'il y avait des rouges, des blancs, des pétillants, en fait, etc. Alors, on calcule à peu près dans tout le labo 85% de blanc et 15% de rouge. Le Chasselas a fait la plupart des blancs. Des rouges, on est surtout sur le pinot noir, Gamay, Gamaret, Gara noir. Après, il y a peu de gens qui font même du merlot, du syrah, Malbec même. Et on a essayé, comme j'ai cité, on a à peu près une cinquantaine de cépages qui sont autorisés dans la région. Après le pétillant, oui, ça prend lentement pied. Il y a des maisons qui produisent aussi même des Chasselas pétillantes. C'est un peu un style comme le rosé dans les dernières années. Oui, c'est un peu, je ne dis pas une mode, mais ça va un petit peu à période. Et il y a des maisons qui produisent aussi des rosés. Ouais. Oui, il y a une question encore. 3 rangs derrière vous, si j'ose. Oh, bien joué. Bonjour. Du coup, pour revenir à la question du monsieur, en fait, c'est au niveau de réglementation de l'appellation. Donc, en fait, j'aimerais bien savoir qu'en fait, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cépage interdit. Tout est possible au niveau de plantation de cépages différents, parce que comme vous m'avez dit qu'en fait, il y a même Malbec, il y a même Pinot Noir, il y a même... Donc, en fait, au niveau de l'appellation, au niveau de réglementation de l'appellation, il n'y a pas de cépage interdit. Tout est possible. Alors, quand on parle de spécialité, ça veut dire tous les cépages hors Chasselas, hors Pinot, Gamay, Gara noir, sont des cépages qui sont autorisés, qui doivent être inscrits dans un règlement pour avoir l'appellation. Mais si on parle d'un désalé grand cru, on ne parle que de Chasselas, par exemple. D'accord. Quelqu'un peut cultiver, par exemple, un vin rouge nommé comme désalé, mais le désalé grand cru, c'est par excellence le Chasselas. Ok. Et est-ce qu'il y a une réglementation au niveau d'élevage, par exemple? Par exemple, dans la région bordelaise, certaines appellations communales, il existe la loi, la réglementation impose l'élevage, par exemple en barrique, combien de mois, etc. Chez nous, non, parce que la plupart, c'est un élevage en acier qu'on fait. Il y a quelqu'un qui fait aussi avec dans les bois, mais il n'y a pas une réglementation précise qui oblige un certain type d'élevage dans les vins. Ouais. L'acier, c'est inox? C'est inox, oui. Exact. Okay. Merci beaucoup. Par rapport au cépage, le Chasselas, vous parlez du Chasselas, par analogie, ici dans le Bordelais, on a du Sauvignon blanc, on a du Sauvignon gris. Donc vous, est-ce que c'est le même cépage? Est-ce qu'il y a une sélection massale? Est-ce que vous avez des clones? Comment ça se passe? Alors, pour le Chasselas, oui. Alors, on a fait, c'est surtout le clone qui s'appelle Fandanroux, qui s'est très diffusé entre le Valais et jusqu'à Genève. Et c'était le clone qui était plus diffusé après la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire très facile à cultiver, un rendement assez important. Mais c'est vrai qu'on a vu dans les dernières 30 années une hausse de la température moyenne de 1,8 degrés. Les experts disent jusqu'à 5 degrés on peut arriver, mais après il faudra voir qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a 20 ans, un personnage assez important dans la région de Lavaux, il s'appelle Louis-Philippe Bovard, a initié un projet qui s'appelle Conservatoire mondial de Chasselas. Et en collaboration avec l'Institut fédéral de recherche agronomique,
Il a rassemblé les 380 clones de Chasselas, si on pense que le Merlot a plutôt une dizaine. Et il a rassemblé tous les clones, passé de Bordeaux à sud de l'Allemagne, en Roumanie, en Hongrie, en Suisse. Et ils ont fait en première phase tous les 380 avec 30 critères différents. Et après 5 ans, ils ont décidé de choisir 19 qu'on a plantés à Riva dans une parcelle. Pratiquement, c'est un centre de recherche à ciel ouvert. De ces 19, on a vu qu'après 8 ans, il y avait 2 clones qui donnaient des résultats extrêmement positifs. D'un côté, un clone avec plus de corps et plus de complexité, et l'autre clone donnait 1 gramme de plus d'acidité. Pour le Chasselas, normalement, on calcule entre 3 et 4 grammes d'acidité. Le clone qui donnait plus, on calcule 5-6 même. Et maintenant, on est en un stade on est la 2e année qu'on a fait des sélections massales, mais aussi des sélections polyclonales pour déterminer peut-être un polyclone qui a plus d'acidité, plus de résistance, plus de goût, plus de corps. Et ça va être un processus qui va durer encore, je pense, au moins 10 ans pour éventuellement forger le Chasselas du futur, mais c'est encore pas décidé. Mais on y travaille, c'est vraiment en collaboration avec le centre de recherche. C'est un travail passionnant et je vais vous présenter après aussi des Chasselas très intéressantes. Très bien, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, j'aurais voulu savoir les Les bouchons. Est-ce qu'il y a des bouchons ou pas de bouchons? Des vrais bouchons en liège ou pas de bouchons en liège? C'est nouveau pour toi. Alors, il y a tout, monsieur. On trouve de tout parce que on passe de la vis, on a du bouchon en liège, on a des bouchons en diam. Après, c'est vrai que dans le Désalais, on a une association qui s'appelle la Baronnie du Désalais. Ce sont les 12 producteurs de Désalais plus importants de la région. Ils ont fait une charte. Et un point à l'interne de cette charte, c'est l'obligatorité de mettre un bouchon en liège naturel pour permettre aussi le vieillissement de Chasselas que je vais vous présenter après dans la dégustation. Ok. Est-ce que la vigne est arrosée? Alors, on n'a pas le droit d'arroser les vignes, ouais, pour le moment. Pour le moment. Maintenant, on a lancé un projet comment on dit, pour arroser, vu un petit peu aussi la canicule de l'année dernière. Mais officiellement, c'est interdit. Encore. Mais il y a effectivement un très gros projet qui est à l'étude justement pour pallier cette problématique-là. Parce que l'arrosage est autorisé jusqu'à la véraison et après plus. Et là, on a effectivement des soucis par rapport à l'irrigation générale. Et donc, il y a des gros projets de possible. On est en train d'étudier la pose de réservoirs sur les hauts du vignoble pour, en se servant de la gravité, alimenter peut-être ce dernier. On est un des derniers vignobles qui n'a pas d'arrosage du tout, ni au goutte à goutte, ni de quelque manière que ce soit. Et on sent qu'on est aux limites maintenant. Sur les 15 dernières années, on a vraiment eu des millésimes très chauds, une densité de millésimes très chauds, et donc on fait attention justement à s'assurer que la vigne reste correctement irriguée, sachant qu'en plus la roche vive est très proche en fait de la surface, donc il y a peu de terre. Donc même si la vigne a la capacité d'avoir des racines qui plongent très profond, au bout d'un moment elle tombe sur la roche vive, et là il n'y a plus de possibilité de capter l'eau. Et les vendanges, elles se font le matin de bonne heure, la nuit? Les vendanges Elles se font le soir, la nuit, le matin de bonne heure? Non, le matin de bonne heure, surtout, monsieur. Ouais. Non, pas la nuit. On ne voit pas de vignerons la nuit. Même si avec des températures extrêmes, oui, on pourrait penser on part à la nuit, mais c'est surtout le matin tôt qu'on fait les vendanges. D'accord, ok. Et ensuite, c'est gardé au froid. Comment vous faites pour le début de la macération? Alors, ça dépend du cépage. Ça dépend du cépage parce que pour le Chasselas, on n'a pas de souci. Là, on peut le garder, on peut le presser. On lance la macération et la fermentation, il n'y a pas de problème. Par contre, par exemple, le Sauvignon blanc, on doit vraiment faire attention le matin à 7 heures et puis le mettre éventuellement en chambre froide parce que voilà, si ça monte trop en température, ça part en fermentation et là, on a un problème. Ouais.
Oui. Au niveau des cultures, que ce soit conventionnelles, bio, biodynamique, nature, vu la proximité des parcelles, comment les vignerons arrivent à s'entendre et comment il n'y a pas d'impact d'une parcelle à l'autre? Oh non, c'est toi qui réponds. Chacun son job. Alors, pour donner une réponse très honnête, ce n'est pas toujours facile, mais on a vu que, vu les enjeux de frais d'exploitation, on n'a pas énormément de vignerons qui font du bio ou de biodynamie, parce que le bio implique un travail pas négligeable, et vu c'est un travail tout à la main. On a par exemple des autres vignerons bio de notre région de Canton. Une fois, un vigneron de notre région m'a dit « Oui, je suis bio, mais pas écolo. Ça veut dire que je vais traiter avec le tracteur. » Et quand même, il a la possibilité de traiter et de faire une cultivation bio. Nous, si c'est un vigneron bio ou même biodynamique, ce sont des surfaces très petites. Parce que voilà, c'est des grandes pentes, et après, si à chaque fois qu'il pleut, vous devez envoyer quelqu'un en équipe à traiter, les frais explosent. Alors c'est surtout dans la ligne d'une cultivation raisonnée. Voilà. Mais en 2021, à cause de la pression du mildiou, les vignerons bio ont dû traiter jusqu'à 14-15 fois, donc au soufre à la base, et eux-mêmes commençaient à avoir des problèmes par rapport à leur propre intégrité, c'est-à-dire on fait du bio, mais au bout d'un moment, quand on envoie 14 traitements dans la vigne, voilà. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième élément, c'est sur les traitements. On a encore passablement de traitements qui sont à l'hélicoptère, même si c'est en train de diminuer. Alors là, pour l'occasion, c'est un vrai problème. Donc, il y a des zones de protection autour des parcelles bio pour éviter que l'hélicoptère arrose toute la zone. Et le deuxième élément, c'est que c'est en train de se développer tous les traitements au drone. Mais là aussi, le drone promet beaucoup en termes de ciblage du traitement, parce qu'il est censé survoler entre 1 mètre et 1,5 mètre maximum le haut des vignes et des feuilles. Mais les pilotes de drone manquent encore de formation, ils sont souvent plus à 3 et 4 mètres, et là ça pose de nouveau un problème vis-à-vis des vignerons bio. Mais effectivement, sur les 150 familles vigneronnes, on est à 11 vignerons bio à Lavaux. Donc on est moins de 10% de vignerons bio, et de biodynamie sont 3. 4 je crois, 3. Donc voilà. D'autres questions? Oui. Enfin, pour des expatriés en Bordelais, on a quand même une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de vin suisse. Alors particulièrement ceux du Lavaux, bien sûr, mais en règle générale. La consommation locale absorbe l'entièreté? Vous posez une question, mais vous connaissez la réponse, c'est sympa. tu réponds? Comme tu veux. Vas-y, c'est bon. Bon, c'est un problème, si on veut dire, général de la Suisse. On exporte moins de 1%, même si on a un bureau Swiss Wine Promotion qui s'engage à fond à 360 degrés pour faire de la promotion à l'étranger de nos vins suisses. Mais au moment, on a sur la moyenne, c'est moins de 1% qui est exporté. Après, ceux qui regardent Lavaux, oui, c'est la consommation locale, mais c'est aussi la consommation en Suisse alémanique, qui aime toujours depuis des décennies le Lavaux, le Chasselas. Et là, ça nous aide vraiment à pouvoir vendre nos vins. Bon, il faut aussi savoir que l'exportation est très importante, mais plutôt souvent dans des enjeux de notoriété. C'est-à-dire que quand on a des vins qui sortent bien dans certains concours internationaux, ça sert à la vente locale. Et le deuxième élément en termes de concurrence, c'est que 2 bouteilles sur 3 de vin vendus en Suisse est un vin étranger. Donc les vins suisses représentent 1/3 seulement de ce qui est consommé par la population suisse. Et donc on a un énorme travail de concurrence déjà à l'interne de notre propre pays, sans aller commencer à challenger. Voilà. Et le deuxième élément, c'est que les budgets marketing français, italiens et espagnols pour la promotion de leur propre vin sur sol suisse, c'est entre 7 et 8 fois plus que le budget de la promotion des vins suisses en Suisse. Donc, face à cette concurrence, à l'heure actuelle, on a déjà essayé de garder les parts de marché dans notre propre pays pour éviter de se faire... Enfin voilà, je vous laisse choisir le verbe que vous voulez mettre derrière. Si pas d'autres questions, je sais pas.
Visiblement, tout a été extrêmement clair, y compris sur nos amis sur Zoom, visiblement, vu que j'ai bien compris. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, alors déjà on est là, il n'y a aucun problème. Ensuite, on vous invite fortement à venir découvrir maintenant les vins. Donc on arrive avec 4 vins, c'est une dégustation. 4 chasselas. 4 chasselas qui, le chasselas, il a 2 caractéristiques majeures qu'on aime bien mettre en avant. C'est un révélateur de terroir, et à Lavaux, on a la chance d'en avoir une certaine diversité, et 2, son potentiel de garde. Et pour l'occasion, on arrive avec un vieux millésime, et je pense que ça, c'est une expérience qui est aussi intéressante, parce que c'est un millésime de 2003, donc vous aurez un chasselas qui a 20 ans. Donc ça aussi, c'est une expérience qui peut être assez intéressante pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de goûter un vieux millésime. Donc ça a lieu à 17h30. C'est à 17h30, voilà, il reste encore des places si vous voulez. Et ça se passera donc, il faut ressortir par le bas, et ça se passera dans les salons Lafayette, donc au premier étage. Et la billetterie est ouverte. Si vous voulez passer, il reste environ une demi-heure, 3/4 d'heure avant le prochain événement. Donc voilà. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup.